Le courrier est arrivé un jeudi dans une enveloppe à en-tête de la coopérative, et c'est ce jeudi-là que j'ai compris que 4 années avaient passé sans que je les compte vraiment. 4 ans depuis le premier plan. 4 ans que Raoul Florentin Fabre, mon voisin, répétait au marché de Conques que j'avais planté des arbres à koalas dans un pré à betteraves. La lettre disait simplement qu'un négociant en bois du département voulait visiter ma parcelle avant l'été. Je l'ai lue 2 fois, debout devant l'évier, l'eau du robinet coulant pour rien, et j'ai pensé ils vont enfin voir ce que je vois depuis le début. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir plus loin. Il faut revenir au carnet de mon père. Je m'appelle Victorine Émilienne Bonnefou. J'ai 52 ans, je suis née dans ce hameau qu'on appelle les Tilleuls, à la sortie de Conques, là où la route de calcaire grimpe entre les chênes rabougris et les vieux murets de pierres sèches. Le massif ici ne pardonne rien. L'été, la terre se fend comme une croûte de pain trop cuite. L'hiver, le gel mord jusqu'aux racines des plus vieux arbres. Mon père, Cyprien, avait tenu cette ferme jusqu'à son dernier souffle, et il est mort 8 ans avant que cette histoire ne commence vraiment. Un matin de novembre où le brouillard n'avait pas voulu se lever. Je n'ai pas eu d'enfant. Il y a eu dans ma vie cette terre, et il y a eu Célestin, mon mari, et il y a eu ce carnet noir aux pages cornées que mon père rangeait dans le tiroir du bas de son secrétaire, celui qui grinçait quand on l'ouvrait. Tout le hameau savait que la betterave était notre culture, celle du père de mon père avant lui, celle qu'on plantait parce qu'on l'avait toujours plantée, sans se demander pourquoi. Mais dans les années qui ont précédé sa mort, mon père avait cessé d'y croire tout à fait. Je me souviens de lui, assis à la table de la cuisine, le carnet ouvert devant lui, un crayon, tenu comme on tient une chose fragile, notant des dates, des essais, des noms d'essence qu'il avait vus pousser ailleurs, dans des revues agricoles qu'un cousin lui envoyait de la ville. Il n'avait jamais eu le temps de mettre ses idées en terre. La maladie l'avait pris trop vite et le carnet était resté fermé dans le tiroir, avec ses pages à moitié écrites, comme une phrase qu'on n'a pas fini de dire. C'est en 1983 que je l'ai rouvert. Un soir de janvier, le froid s'infiltrant sous la porte malgré le chiffon que Célestin y calait chaque hiver, j'ai pris le carnet et je l'ai lu du début à la fin, pour la première fois vraiment. Pas en survolant les pages comme on regarde un souvenir, mais en lisant chaque ligne, chaque date, chaque observation. Mon père y parlait d'un arbre venu d'Australie, planté quelque part dans le Var par un ingénieur forestier qu'il avait rencontré à une foire agricole. Un arbre qui poussait vite, qui plongeait ses racines profondes, qui buvait peu et résistait à la sécheresse comme aucune essence de chez nous. Il avait écrit, en lettres serrées, à essayer si un jour la terre nous refuse la betterave. Je n'avais jamais vu mon père douter de quoi que ce soit d'aussi fondamental que la culture de la famille. Et pourtant, c'était écrit là, noir sur blanc, de sa main. Le printemps suivant, la betterave avait donné la moitié de ce qu'elle donnait 15 ans plus tôt. La terre, sur nos parcelles hautes, s'était appauvrie année après année, comme si elle avait fini par se lasser de porter toujours la même charge. Célestin, lui, s'inquiétait surtout des chiffres. Les intrants coûtaient plus cher chaque saison. Le rendement baissait, et le compte à la banque suivait la même pente. Un soir, à table, je lui ai montré le carnet. Il l'a regardé longtemps, sans rien dire, puis il a soufflé, doucement, sans se moquer. Ton père n'était pas du genre à écrire des bêtises. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas un non non plus. C'était une porte entr'ouverte et j'ai décidé d'y passer. J'ai marché jusqu'au bout du pré, celui qui longe le ruisseau à sec 9 mois sur 12, celui que même mon grand-père jugeait trop pauvre pour la betterave, et je m'y suis tenu un long moment, le carnet dans la poche de mon tablier, à regarder cette terre grise et craquelée comme si elle pouvait me répondre. Je n'avais pas d'argent pour de grandes plantations. J'avais 121 euros, économisés sou par sou dans une boîte à café cachée derrière les bocaux de conserve, de quoi commander une première caisse de jeunes plants par un pépiniériste du Var que le cousin de mon père connaissait encore. Je me souviens du prix exact parce que je l'ai noté, moi aussi, dans les pages vierges du carnet, juste après les dernières lignes de mon père, comme pour continuer sa phrase. La caisse est arrivée un mardi d'avril, par le car qui dessert Conques une fois par semaine. Les plants étaient minces, à peine plus hauts qu'un genou d'enfant, avec ses feuilles bleutées, presque argentées, qui ne ressemblaient à rien de ce qui poussait dans le massif. J'ai attendu le soir pour les planter, quand le hameau dormait déjà, non pas par honte, mais parce que je savais que si on me voyait faire, les questions viendraient avant que j'aie pu répondre moi-même à la mienne. J'ai creusé chaque trou à la main, le long de la haie qui borde le pré du bas, en suivant les indications du carnet. Espacement large, terre ameublie en profondeur, un peu de paille autour du pied pour garder l'humidité les premières semaines. Le carnet de mon père posé, ouvert sur une pierre plate, à la lumière d'une lampe à pétrole, comme s'il me regardait faire. Célestin est venu me rejoindre vers la fin, sans un mot.
et il a tenu la lampe pendant que je finissais les derniers plans. Il n'a pas posé de questions cette nuit-là. Il a juste dit, en refermant la porte de la grange derrière nous, « On verra bien ce que ça donne ». Cette phrase-là, je l'ai gardée. Elle n'était ni une promesse ni un doute. Elle était juste la vérité honnête comme lui. La rumeur, elle, n'a pas attendu que les plans prennent racine. Dès le samedi suivant, au marché de Conques, sous les platanes de la petite place où les femmes du hameau posaient leurs cajots de légumes et où les hommes discutaient prix du grain devant le café de l'Escale, Raoul Florentin Fabre m'a interpellé d'une voix qui portait loin, exprès, pour que tout le monde entende. Raoul avait la ferme voisine de la mienne depuis toujours, une exploitation de blé qu'il gérait comme son père et son grand-père avant lui, à grand renfort d'engrais et de tout ce que les représentants des coopératives lui vendaient chaque saison en promettant des rendements records. C'était un homme solide, la soixantaine bien portée, la voix qui remplissait une pièce sans effort, de ceux qui ont toujours une réponse toute prête et qui n'aiment pas qu'on la remette en question. Alors, Victorine, on m'a dit que tu avais planté des arbres à koalas dans ton pré du bas. Il riait déjà, avant d'avoir fini sa phrase, et 2 ou 3 autres autour de lui ont ri avec lui, ce rire de marché qui se propage sans qu'on sache trop pourquoi, juste parce que le premier a ri. Faut vraiment être une bonne fou pour aller chercher ça en Australie, alors qu'il y a la moitié du cause qui plante encore la betterave comme il faut. Il a ajouté, plus fort encore, pour ceux qui n'auraient pas entendu la première fois. Tu vas nourrir qui avec ça? Les koalas, s'il n'y en a pas par chez nous, que je sache. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai reposé mon cajot de tomates sur l'étal. J'ai remis une mèche de cheveux sous mon foulard, et j'ai dit seulement « On verra dans quelques années, Raoul ». Puis je suis retournée à mes tomates, comme si de rien n'était. Mais je l'ai senti, ce rire, s'accrocher à moi comme une odeur qu'on ne peut pas laver. Le boulanger a souri en me rendant la monnaie. La femme du maire a détourné les yeux, ce genre de regard poli qui veut dire « je ne veux pas prendre parti, mais je pense comme lui ». Ce jour-là, sur le chemin du retour, le carnet de mon père dans la poche de ma veste, je me suis juré une chose, je ne discuterai jamais avec eux. Je travaillerai, le travail répondrait à ma place, un jour où il ne répondrait jamais, et dans les 2 cas, les mots ne changeraient rien. Les premiers mois, les eucalyptus ont grandi lentement, comme s'ils prenaient le temps de comprendre cette terre étrangère où on les avait posés. Je passais les voir chaque matin avant de m'occuper du reste, un seau d'eau à la main les semaines les plus sèches, même si le carnet de mon père insistait sur ce point. Moins on les arrose, plus profond ils cherchent leurs racines. C'était contraire à tout ce qu'on m'avait appris sur la betterave qui veut de l'eau et encore de l'eau. Ici, il fallait laisser l'arbre souffrir un peu au début pour qu'il apprenne à aller chercher la vie loin sous la roche. Raoul, lui, ne relâchait rien. Chaque fois qu'il me croisait sur le chemin, en tracteur ou à pied, il trouvait une phrase nouvelle. « Alors, tes eucalyptus, ça pousse toujours vers l'Australie? Ou bien, tu sais qu'un arbre, ça se plante pour le petit-fils, pas pour soi-même? T'en auras pas de petit-fils, Victorine. » Cette phrase-là m'a fait plus mal que les autres, parce qu'elle touchait une vérité que je portais en silence depuis longtemps. Je n'ai rien répondu. J'ai juste continué de marcher vers mon pré, le seau à la main, en me disant que la terre, elle, ne me demandait pas d'enfant pour me donner raison. L'agronome de la chambre d'agriculture est passé une fois, l'été suivant appelé par Célestin qui voulait, je crois, se rassurer autant que me contredire. Un jeune homme sérieux avec une mallette et des fiches techniques qui a marché entre les rangées en hochant la tête d'un air qui ne promettait rien de bon. C'est une essence qui n'est pas dans nos références locales, Madame Bonnefous. On manque de recul sur le massif. Le sol calcaire, le gel de moyenne montagne. Je ne dis pas que ça ne poussera pas, mais je ne peux rien vous garantir. Il a ajouté en refermant sa mallette « La betterave, au moins, on sait ce qu'elle donne ». Cette phrase-là aussi, je l'ai gardée, pas comme une blessure, mais comme une preuve. Personne autour de moi ne savait vraiment ce que cette terre pouvait devenir. Il savait seulement ce qu'elle avait toujours été. Le carnet de mon père, lui, ne disait pas tout. C'était bien ça le plus troublant. Entre 2 pages de notes précises, il y avait des blancs, des questions qu'il n'avait pas eu le temps de résoudre. Voir si les racines tiennent le calcaire était écrit sur une page, sans réponse en face. Je me suis souvent demandé ces premières années ce qu'il aurait fait s'il avait vécu assez longtemps pour planter lui-même. Aurait-il choisi le même endroit que moi? Aurait-il eu la patience d'attendre comme moi sans savoir? Il y avait glissé entre 2 pages vers la fin du carnet une phrase que je relisais souvent, presque un aveu. Je crois que j'ai peur de me tromper devant tout le monde. Mon père, qui n'avait jamais semblé douter de rien devant moi, avait eu peur lui aussi du regard des autres. Cette phrase m'a donné, plus que toute autre chose, le courage de continuer ce qu'il n'avait pas osé commencer.
La première année de récolte de betteraves après la plantation des eucalyptus a été mauvaise, comme les précédentes, peut-être un peu pire. Célestin a fait les comptes un soir de novembre, à la table de la cuisine, le stylo grattant le papier plus fort qu'il n'était nécessaire. On perd de l'argent sur la betterave chaque année, Victorine. Et les eucalyptus, ça donnera quoi dans 10 ans, si ça donne quelque chose? Ce n'était pas un reproche, c'était une inquiétude honnête, celle d'un homme qui voyait la ferme de son côté et qui avait le droit d'avoir peur. Je lui ai montré ce soir-là une autre page du carnet, celle où mon père avait calculé, à sa manière un peu approximative, le prix que pourrait valoir un jour le bois d'eucalyptus pour la pâte à papier, si jamais un négociant s'intéressait un jour au massif. Célestin a regardé longtemps ce chiffre griffonné, une estimation d'homme mort depuis 8 ans, et il a dit seulement « On continue encore une saison, une de plus ». Il l'a dit chaque année ensuite, une de plus. Le hameau des Tilleuls, cependant, ne s'est pas contenté du silence poli. Une voisine, la veuve Féréole, qui vivait seule depuis la mort de son mari dans une petite maison en contrebas du chemin, est devenue, sans que je l'aie vraiment cherchée, la seule à ne jamais se moquer. Elle passait parfois l'après-midi avec un peu de pain ou une conserve, et elle s'asseyait sur le muret près du pré pour me regarder travailler. Tu sais, Victorine, moi, j'ai jamais compris pourquoi on doit toujours faire comme le voisin pour avoir le droit de vivre en paix. Elle ne comprenait pas plus que les autres ce que je faisais avec ces arbres, mais elle ne riait pas non plus, et dans ce hameau où chaque geste finissait discuté sous les platanes du marché, ce silence bienveillant valait plus que n'importe quel encouragement bruyant. Les eucalyptus, eux, continuaient de pousser, un peu plus vite chaque année, comme s'ils prenaient enfin confiance dans cette terre de calcaire et de sécheresse. Je marchais entre les rangées certains soirs d'été, la peau des feuilles froissée entre mes doigts, cette odeur âcre et fraîche qui n'avait rien à voir avec l'odeur de la betterave ou du blé, et je me disais que mon père avait vu juste quelque part dans ce carnet resté fermé trop longtemps. Mais je ne le disais à personne. Je le gardais pour moi, comme on garde une prière qu'on n'ose pas dire tout haut de peur qu'elle ne se brise. Le printemps 1985 a apporté avec lui une nouvelle vague de moqueries, plus organisée cette fois, presque cérémonieuse. Au marché du hameau, sous les platanes taillés à ras, Raoul Florentin Fabre avait pris l'habitude de m'attendre. Il arrivait toujours un peu avant moi, s'installait près de son étal de fromage de brebis et attendait que je pose mon panier pour lancer, assez fort pour que tout le monde entende. Alors, Victorine, tes koalas, ils ont pris du poids cette semaine. Les premières fois, quelques rires polis avaient suivi, gênés presque. Mais avec les mois, le rire s'était affiné, était devenu un rituel du samedi matin, une petite pièce de théâtre que le hameau des Tilleuls venait presque chercher, comme on cherche le café après la messe. Je ne répondais jamais directement. Je prenais mon fromage, je comptais mes pièces et je disais seulement « Il pousse, Raoul, il pousse ». Cette phrase, avec le temps, était devenue une sorte de private joke inversée. Eux riaient de sa platitude. Moi, je savais qu'elle contenait tout ce qu'il fallait dire. Mais Raoul n'était pas seul dans cette escalade tranquille. Il y avait aussi l'agronome de la coopérative, un homme jeune venu de Rodez avec des diplômes et une mallette, qui était passé un jour d'avril, soi-disant pour conseiller les exploitations du massif sur les nouvelles aides européennes. Il s'était arrêté devant mon pré, avait regardé les rangées encore maigres d'eucalyptus plantés depuis 2 ans et avait secoué la tête avec une componction toute professionnelle. « Madame Bonnefou, je comprends l'intention, mais botaniquement parlant, cette essence n'a rien à faire ici. Le sol argilo-calcaire de Conques, le gel de Mars. Vous allez perdre votre investissement. » Il avait sorti un petit carnet, noté quelque chose, et était reparti sans même redemander mon avis. Ce jour-là, j'ai senti pour la première fois une bascule intérieure, un vertige léger. Et s'il avait raison? Et si le carnet de mon père, ces pages jaunies que je gardais comme une relique, n'étaient que les rêveries d'un homme fatigué, sans fondement scientifique, sans rien d'autre que l'espoir désespéré d'un vieux paysan qui voulait croire que sa terre pouvait encore surprendre? J'ai marché jusqu'au muret ce soir-là, seul, et j'ai laissé le doute s'installer un moment, comme on laisse entrer un visiteur qu'on n'a pas invité mais qu'on n'ose pas mettre dehors. C'est à ce moment précis cette semaine-là que la veuve Féréole est passée avec plus qu'un peu de pain. Elle portait un vieux journal agricole, corné, qu'elle avait gardé de son mari, mort 10 ans plus tôt d'un accident de tracteur sur la route de Sénergues. J'ai retrouvé ça dans le grenier, m'a-t-elle dit en le posant sur le muret entre nous. Il y a un article sur des types en Australie qui plantent des arbres pour assécher les marais et retenir les sols pauvres. Ça m'a fait penser à toi. Je l'ai lu ce soir-là à la lueur de la lampe à pétrole, pendant que Célestin dormait déjà, épuisé par une journée de labour.
L'article ne parlait pas d'eucalyptus précisément, mais d'arbres à racines profondes capables de pomper l'eau des nappes basses et de survivre là où les cultures traditionnelles crevaient de soif. Ce n'était pas une preuve, mais c'était un écho, une deuxième voix qui rejoignait celle, silencieuse, de mon père dans son carnet. J'ai refermé le journal et j'ai su que je continuerais au moins une saison de plus. L'été 1986 a apporté la première vraie épreuve. Un orage de grêle, rare dans le massif, mais d'une violence que les anciens du hameau qualifiaient de jamais vue depuis la guerre, s'est abattu sur Conques un soir de juillet. Les grêlons, gros comme des œufs de caille, ont couché le blé de Raoul en une demi-heure, ont troué les toits de tôle des hangars, ont abîmé les tomates de tous les jardins du village. Dans mon pré, une rangée entière d'eucalyptus, la troisième, celle que j'avais plantée en dernier, encore jeune et fragile, a été décimée. Les troncs fendus, les feuilles arrachées, une dizaine d'arbres couchés au sol comme des soldats fauchés. Le lendemain matin, en découvrant le désastre, j'ai senti mes jambes flancher. 2 ans de travail, d'irrigation au seau, de veille nocturne contre le gel, réduit en un quart d'heure à un tas de bois brisé. Célestin est arrivé derrière moi, a regardé la rangée détruite et n'a rien dit pendant un long moment. Puis il a murmuré, plus pour lui-même que pour moi. Peut-être qu'ils ont raison, Victorine. Peut-être que cette terre ne veut vraiment pas de ces arbres-là. C'était la première fois qu'il exprimait un doute à voix haute, lui qui d'habitude se contentait de dire une saison de plus, sans jamais vraiment argumenter. Ces mots m'ont frappé plus durement que la grêle elle-même. La nouvelle du désastre a couru vite dans le hameau. Au marché du samedi suivant, Raoul n'a même pas eu besoin de faire de blagues. Son silence goguenard, son sourire en coin quand il m'a vu arriver disait tout. D'autres, plus francs, ont profité de l'occasion. La boulangère, Odette Cabrol, m'a lancé devant 3 clientes. Alors, Victorine, on dirait que le ciel lui-même n'est pas d'accord avec toi. Quelques rires ont suivi, plus appuyés que d'habitude, comme si le désastre leur donnait enfin raison, comme si 6 ans de doutes contenus explosaient d'un coup dans cette petite phrase moqueuse. Je suis rentrée ce jour-là sans un mot, le panier vide, et j'ai pleuré une seule fois dans la grange, assise sur une caisse de pommes, le visage dans les mains. Pas longtemps, juste assez pour vider quelque chose qui menaçait de déborder depuis des mois. C'est cette nuit-là que j'ai ressorti le carnet de mon père. Je l'ai ouvert à la lumière d'une bougie, page après page, cherchant quelque chose, une phrase, un signe, n'importe quoi qui pourrait me dire que je ne m'étais pas trompée. Sur l'une des dernières pages, à peine lisible, tant l'écriture était devenue tremblante vers la fin de sa vie, j'ai trouvé une ligne que je n'avais jamais vraiment remarquée. Les arbres qui dorment sous la grêle ne meurent pas tous, il faut juste ne pas arracher trop vite ce qui semble mort. Je ne sais pas si mon père pensait vraiment aux eucalyptus en écrivant cela, ou s'il parlait d'autre chose, de sa propre vie peut-être, de ses propres échecs de fermier qu'il avait traversés avant moi. Mais cette phrase m'a suffi pour tenir encore une semaine, puis encore une autre. Et de fait, à l'automne, en inspectant la rangée détruite, j'ai découvert que 3 des 10 arbres couchés par la grêle n'étaient pas morts du tout. Leurs racines, profondément ancrées malgré leur jeune âge, avaient continué de pomper l'eau et la sève, et de nouvelles pousses vertes sortaient timidement des troncs fendus, comme des bras tendus depuis une blessure. Ce n'était pas une victoire éclatante, cet arbre avait bel et bien péri, mais c'était un signe, une preuve minuscule que la résistance de ces arbres dépassait ce que même moi j'avais imaginé. J'ai montré cela à Célestin un dimanche après-midi, sans un mot, en le conduisant simplement jusqu'à la rangée. Il a touché une des jeunes pousses du bout des doigts, a regardé longtemps et a dit seulement « On continue ». Pas une saison de plus cette fois. Juste on continue, comme une affirmation plus ferme, plus définitive. Les années suivantes, 1987 et 1988, ont été des années de patience plus que de spectacle. Les eucalyptus grandissaient, certains atteignant déjà 4 ou 5 mètres, formant une ligne verte et étrange au bord du pré qui tranchait avec les champs de blé jaunis de Raoul et les prairies à betteraves des voisins plus loin. Le hameau avait fini par s'habituer à cette bizarrerie, sans pour autant cesser d'en rire. La moquerie était devenue une habitude plus qu'une conviction, une manière de parler de moi qui ne demandait plus vraiment de réflexion. Les arbres à Victorine étaient devenus une expression du coin, presque affectueuse dans sa condescendance, comme on parle d'une lubie tolérée chez une voisine un peu à part. Urbain Escande, lui, je ne le connaissais pas encore. Son nom ne m'était même pas familier à cette époque, il travaillait pour une papeterie de la région lyonnaise et n'avait jamais eu de raison de s'intéresser à un petit hameau perdu dans le massif, à ces quelques hectares plantés d'arbres que personne d'autre ne cultivait dans tout le département.
Ce que je ne savais pas encore, ce que personne au hameau des Tilleuls ne pouvait savoir en cet automne 1988, c'est que l'hiver qui approchait allait être suivi d'un printemps sec, puis d'un été et d'une sécheresse comme le massif n'en avait pas connu depuis des générations. Les anciens du village, ceux qui se souvenaient encore des étés brûlants d'après-guerre, disaient déjà, en observant le ciel trop clair de décembre, que quelque chose n'allait pas, que les nappes n'avaient pas assez rempli, que le sol commençait à se craqueler avant même que le froid ne s'installe vraiment. Je les écoutais sans trop y penser, occupé par mes propres soucis, les comptes de la ferme qui peinaient toujours à s'équilibrer, les betteraves qui donnaient un peu moins chaque année sur les parcelles restantes, le dos de Célestin qui commençait à le faire souffrir après tant d'années de labour. Je ne savais pas que cette sécheresse annoncée allait devenir la preuve que 6 années de moquerie n'avaient pas suffi à obtenir. Je ne savais pas non plus qu'un homme du nom d'Urbain Escande allait, dans quelques mois, remonter la route de Conques en voiture, à la recherche justement de ce genre de bois que personne d'autre dans tout le massif n'avait eu l'idée ou le courage de planter. Le vieux registre de la coopérative, celui que le secrétaire tenait à jour derrière son comptoir en formica, indiquait déjà depuis le mois de novembre que les cours de la betterave allaient encore baisser au printemps suivant. Je le savais parce que Célestin en parlait le soir, à table, en repoussant son assiette avec ce geste qu'il avait quand un chiffre le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Nous n'avions jamais eu beaucoup de betteraves sur nos terres, mon père ayant abandonné cette culture bien avant moi, mais tout le hameau des Tilleuls continuait d'y croire comme à une prière du soir, par habitude plus que par raison. Raoul Florentin Fabre, lui, en avait fait presque une religion. 3 hectares entiers, hérités de son propre père, qu'il retournait chaque automne avec une constance que même la sécheresse ne semblait pas devoir ébranler. C'est en le croisant sur la route du Lavoir, un matin de la fin novembre 1988, que j'ai compris à quel point la moquerie s'était installée en habitude chez lui, presque en confort. Il conduisait sa camionnette au pas, la vitre baissée malgré le froid, et il m'a salué avec ce sourire qu'il gardait toujours pour moi, un mélange d'affection véritable et d'incompréhension totale. « Alors, Victorine, tes arbres à koala, ça pousse toujours ?» Je lui ai répondu que oui, qu'il poussait bien, et j'ai continué mon chemin sans m'arrêter, le carnet de mon père serré contre moi sous mon châle, comme je le portais souvent sans même y penser, par habitude, comme on porte une médaille qu'on ne montre à personne. Raoul a ri, ce rire bref et sans méchanceté véritable, qui était devenu, au fil des années, le bruit de fond de ma vie au hameau. Mais ce matin-là, quelque chose dans sa voix m'a arrêté quand même, quelques mètres plus loin. Il avait ajouté plus bas, presque pour lui-même. Tant qu'elle rapporte rien à personne, tes bêtises, ça me regarde pas. Et c'était vrai en un sens. Elle ne rapportait encore rien à personne. Pas même à moi, pas vraiment, pas en argent comptant. 6 ans de travail silencieux, d'irrigation comptée au litre pendant les étés secs, de taille patiente en hiver pour que les jeunes arbres résistent au gel qui descendait parfois jusque dans le creux du vallon, et je n'avais encore rien vendu. Pas une bûche, pas une planche. Seulement la certitude tranquille, nourrie par les pages jaunies du carnet, que ces arbres-là tiendraient quand les autres cultures faibliraient. J'ai continué de marcher vers le lavoir où m'attendait Adrienne Faury, ma voisine, veuve elle aussi depuis 4 ans déjà, et la seule du hameau à ne jamais s'être moquée de moi, pas une fois, pas même par un silence complice avec les autres. Elle battait déjà son linge quand je suis arrivée, les manches retroussées malgré le froid, et elle a levé la tête en m'entendant approcher. « Il t'a encore parlé de tes koalas, celui-là ?» Toujours la même chanson. Adrienne a secoué la tête, sans cesser de battre le drap qu'elle tenait. Un jour, il faudra bien qu'ils se taisent. Les arbres, eux, ils continuent de pousser, qu'ils rient ou pas. C'était Adrienne qui m'avait aidé la première année à transporter les jeunes plants depuis la pépinière du département voisin, dans sa camionnette à elle, parce que Célestin était retenu par les foins et que je n'avais personne d'autre à qui demander. Elle n'avait jamais posé de questions sur pourquoi des eucalyptus, pourquoi ici, pourquoi moi. Elle avait simplement chargé les plants, un par un, enveloppés dans des sacs de jute humides pour protéger les racines, et elle avait conduit lentement sur la route caillouteuse qui menait au pré, en évitant les nids de poules comme si elle transportait des enfants. Ce jour-là, dans le froid du lavoir, elle m'a demandé si le carnet de mon père mentionnait autre chose que les eucalyptus, s'il y avait d'autres idées qu'il n'avait pas eu le temps d'essayer avant sa mort. Je lui ai dit qu'il y en avait, oui, plusieurs pages entières de plans qu'il n'avait jamais réalisés, des schémas de terrasses, des notes sur des cépages résistants qu'il avait vus lors d'un voyage dans le sud, des observations sur la profondeur des racines et la nature du calcaire sous nos pieds. Adrienne a souri, de ce sourire un peu triste qu'elle avait quand elle pensait à son propre mari. Ton père savait des choses que personne ici ne voulait entendre.
Le soir même, en rentrant, j'ai retrouvé Célestin assis à la table de la cuisine, les comptes de la ferme étalés devant lui, le stylo posé de travers sur la page comme s'il l'avait abandonné en plein calcul. Il ne m'a rien dit tout de suite, il a juste poussé vers moi la feuille où il notait, mois après mois, ce que nous rapportaient encore les betteraves, et j'ai vu le chiffre baisser, encore, comme il baissait depuis 3 ans déjà. Puis il a levé les yeux vers moi et m'a demandé, sans reproche dans la voix, seulement une fatigue sincère. Et les tiens, Victorine, ils te rapporteront quand? Je n'ai pas su quoi répondre sur le moment, sinon lui dire que je ne savais pas exactement, que le carnet de mon père ne donnait pas de date, seulement une conviction. Il a hoché la tête lentement, sans insister, parce qu'il ne s'était jamais vraiment opposé à moi. Seulement il doutait, comme doutent les hommes fatigués qui voient les colonnes de chiffres se réduire d'année en année, sans qu'aucune promesse ne vienne les rassurer. Ce soir-là, j'ai repris le carnet et je l'ai ouvert à la page où mon père avait écrit, de son écriture penchée et pressée, une phrase que je connaissais par cœur mais que je relisais quand même. Comme on relit une lettre déjà apprise, ce qui résiste à la sécheresse aujourd'hui nourrira ceux qui n'y croient pas encore. Je n'ai jamais su s'il pensait aux eucalyptus précisément quand il avait écrit cela, ou s'il pensait plus largement à toute chose qu'on plante sans certitude. Mais cette phrase-là, plus que toute autre dans ce carnet, m'avait porté depuis 6 ans, à travers chaque hiver où je craignais le gel, chaque été où je comptais les litres d'eau comme on compte des pièces de monnaie. L'hiver 1988 est arrivé dur, plus dur que les précédents, avec un gel qui a mordu profond dans la terre du massif pendant plusieurs semaines de suite. J'ai perdu cette année-là une rangée entière au bord nord de la parcelle, 7 arbres que je croyais assez enracinés pour tenir, et qui n'ont pas résisté au froid soudain de la mi-décembre. Je me souviens d'être sorti un matin, le châle serré autour de moi, et d'avoir vu les feuilles noircies, recroquevillées, tomber en tas sombres autour des troncs. J'ai posé la main sur l'écorce d'un des arbres morts, et j'ai senti, l'espace d'un instant, ce doute que je n'avais jamais laissé remonter jusque-là, ce doute qui ressemblait à une question que je n'osais formuler même en moi-même. Et s'ils avaient raison tous, depuis le début, et si mon père s'était trompé, ou s'il n'avait simplement jamais eu l'occasion de vérifier ce qu'il avait écrit, faute de temps, faute de vie? Raoul, en apprenant la perte de la rangée, n'a pas caché sa satisfaction, bien qu'il n'ait rien dit de méchant directement. Il s'est contenté, au marché du hameau, de secouer la tête d'un air entendu devant les autres, en disant que le massif finissait toujours par avoir raison des idées trop nouvelles. Célestin, qui était là avec moi ce jour-là, n'a pas répondu, mais j'ai vu sa mâchoire se serrer. Et le soir, à la maison, il m'a demandé, d'une voix plus dure que d'habitude, si je comptais continuer malgré tout, ou si je pensais enfin arracher ce qui restait pour replanter quelque chose que le hameau reconnaîtrait. Je lui ai répondu que je continuerais, mais je n'ai pas dormi cette nuit-là, allongé à côté de lui dans le noir, à écouter le vent cogner contre les volets, en me demandant si ma tête plutôt que ma raison m'avait mené jusque-là. Le printemps qui a suivi ce doute nocturne, je n'ai rien arraché. J'ai continué, jour après jour, à porter l'eau aux jeunes plants qui restaient, à noter dans mon propre cahier, à côté de celui de mon père, les dates où les bourgeons repartaient malgré le gel de décembre. Cyprien avait écrit, dans une des dernières pages, une phrase que j'ai relue tant de fois que l'encre semblait s'effacer sous mes doigts. Les arbres qui plient au vent du causse sont ceux qui tiennent le plus longtemps debout. Je ne savais pas encore, à cette époque, à quel point cette phrase deviendrait vraie pour la terre et pour moi. L'été 1989 est arrivé sans prévenir, comme arrivent les étés qui font mal. Dès le mois de mai, la pluie a cessé de tomber sur le massif, et le ciel est resté d'un bleu dur, sans un nuage, semaine après semaine. À Conques, on parlait déjà, au café, d'une sécheresse qui allait dépasser toutes celles qu'on avait connues. Raoul Florentin Fabre, qui cultivait ses champs de blé industriels avec les intrants qu'il achetait chaque année un peu plus cher, a commencé à irriguer jour et nuit, tirant sur le puits collectif plus que sa part pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Les autres, ceux qui avaient gardé la betterave comme leur père et leur grand-père, ont vu les feuilles se recroqueviller dans les champs, jaunir avant l'heure, et les récoltes s'annoncer maigres, presque nulles pour certains. Moi, dans mon pré, je regardais les eucalyptus. Leurs feuilles fines, argentées, tournaient légèrement dans le vent chaud sans se dessécher. Leurs racines, je le savais par le carnet de mon père, plongeaient profond, bien plus profond que celles du blé ou de la betterave, cherchant l'humidité que le sol calcaire gardait en réserve, loin sous la surface craquelée. Je n'ai pas eu besoin d'irriguer plus que d'habitude, un arrosage minimal, presque symbolique, juste pour accompagner ce que les arbres faisaient déjà tout seuls.
Le vert de ma parcelle, en plein cœur du mois de juillet, tranchait avec la couleur de poussière du reste du hameau, et je le voyais, depuis ma fenêtre, comme une tache vivante au milieu d'un paysage qui suffoquait. Un matin de la fin juillet, Raoul est venu jusqu'à la clôture de mon champ, pour la première fois depuis des années, sans un mot de moquerie sur les lèvres. Il portait encore ses bottes de la veille, couvertes de la terre sèche de ses parcelles, et il regardait mes arbres avec une expression que je ne lui avais jamais vue, quelque chose entre la stupeur et une forme d'humilité qu'il n'avait sans doute jamais eu à porter devant moi. Il n'a rien dit tout de suite. Il a posé la main sur le grillage, il a regardé longtemps le feuillage argenté qui bruissait doucement, et puis il a fini par murmurer que jamais, en 30 ans de métier, il n'avait vu une terre du massif rester aussi verte en pleine sécheresse. Je n'ai pas répondu tout de suite non plus. J'ai continué mon geste, celui de tailler une branche basse, et j'ai simplement dit que le carnet de mon père avait vu juste, et que je n'avais fait que suivre ce qu'il avait écrit avant même de savoir qu'un jour, cela sauverait quelque chose. La nouvelle a couru vite dans le hameau des Tilleuls, plus vite encore que je ne l'aurais imaginé. En quelques jours, ce ne sont plus seulement Raoul et Célestin qui venaient regarder le pré, mais des voisins d'autres fermes, des gens du bourg voisin, certains que je ne connaissais que de vue depuis le marché. Ils s'arrêtaient à la clôture, silencieux d'abord, puis posaient des questions sur l'âge des arbres, sur l'eau qu'il leur fallait, sur les 6 années que j'avais passées à les entretenir, sans que personne ne me dise un mot d'encouragement. Je répondais avec les mots simples que j'avais toujours eus, sans chercher à me venger de ce que j'avais entendu au marché ni des regards que j'avais essuyés pendant si longtemps. C'est au début du mois d'août qu'Urbain Escande est arrivé pour la première fois à Conques. Il était négociant en bois pour une papeterie du département voisin, et il avait entendu parler, par un intermédiaire de la coopérative, d'une parcelle d'eucalyptus qui avait tenu bon pendant la sécheresse la plus dure du massif depuis des décennies. Il est venu un jeudi, en fin de matinée, dans une camionnette poussiéreuse, et il a marché avec moi entre les rangées, touchant l'écorce, évaluant la circonférence des troncs, notant des chiffres dans un petit carnet qui ressemblait, sans que j'ose le lui dire, à celui de mon père. Il m'a expliqué que le bois d'eucalyptus, à maturité, se vendait bien pour la pâte à papier et que la croissance rapide de l'espèce, couplée à sa résistance qu'il venait de constater de ses propres yeux, en faisait une ressource que peu de fermiers du massif avaient su exploiter. Il m'a proposé un premier contrat d'achat pour une coupe partielle, raisonnée, qui laisserait la majorité de la parcelle continuer à pousser, avec un prix qui, pour la première fois depuis que j'avais planté ces arbres, me semblait presque irréel tant il dépassait ce que j'avais imaginé pouvoir en tirer un jour. Le jour où Urbain est revenu signer le contrat, presque tout le hameau des Tilleuls s'était donné le mot pour venir voir. Ils se tenaient en petits groupes le long de la clôture, certains que je reconnaissais comme les voix les plus dures au marché, 6 ans plus tôt, quand j'avais planté ces arbres pour la première fois avec le châle de mon père serré autour des épaules. Raoul était là aussi, un peu en retrait, les bras croisés, mais son visage n'avait plus rien de moqueur. Quand Urbain et moi avons échangé une poignée de main devant tout le monde, j'ai senti un silence particulier tomber sur le groupe, un silence qui ressemblait à un aveu collectif, celui d'avoir eu tort pendant 6 ans sur quelque chose qui, avec le recul, paraissait maintenant d'une évidence presque douloureuse. Ce soir-là, Célestin est venu s'asseoir à côté de moi sur le banc devant la maison, et il m'a regardé longtemps avant de parler. Il m'a dit qu'il avait douté, qu'il l'avait montré parfois plus qu'il n'aurait dû, et qu'il regrettait la nuit où il m'avait demandé d'arracher ce qui restait après la perte de la rangée nord. Je lui ai pris la main, sans chercher à lui faire porter davantage ce poids, et je lui ai dit que le doute n'était pas une faute, que même moi, cette nuit-là, dans le noir, j'avais laissé la question monter en moi sans trouver de réponse tout de suite. Ce qui comptait, ai-je ajouté, ce n'était pas de n'avoir jamais douté, mais d'avoir continué malgré le doute, parce que quelque part, une partie de moi faisait confiance à l'écriture patiente de mon père plus qu'à ma propre peur. Raoul est revenu me voir, seul cette fois, un dimanche après-midi de la fin du mois d'août. Il portait ses habits du dimanche, ce qui, je l'ai compris tout de suite, signifiait qu'il venait pour quelque chose qui comptait pour lui. Il est resté un moment sans parler, debout devant la porte de la cuisine, puis il m'a demandé, d'une voix qui avait perdu toute son assurance habituelle, si je pouvais lui apprendre, à lui aussi, comment planter et conduire des eucalyptus sur une partie de sa terre, celle qui donnait le moins bien depuis des années. Je l'ai invité à entrer, je lui ai servi un café, et je lui ai répondu que oui, bien sûr, que je lui montrerais tout ce que je savais, les distances de plantation, les tailles, les précautions contre le gel, tout ce que le carnet de mon père m'avait appris, et que j'avais appris moi-même par l'expérience et par l'échec au fil de ces 6 années. Il m'a remercié, la voix un peu tremblante, et il a ajouté, presque en s'excusant, qu'il regrettait les mots qu'il avait eus au marché année après année.
Je lui ai souri et je lui ai dit que le rancœur n'avait jamais fait pousser un seul arbre, et que sa venue aujourd'hui valait bien plus que des excuses qu'il n'avait pas besoin de formuler. Les semaines suivantes, d'autres sont venus, l'un après l'autre, comme Raoul l'avait fait. Le boulanger du bourg, qui avait un petit lopin de terre pauvre derrière sa maison. Une cousine de Célestin, dont le mari avait ri le plus fort, 6 ans plus tôt, au marché du hameau. Chacun venait avec sa propre gêne, sa propre façon de reconnaître qu'il avait eu tort, et je les recevais tous de la même manière, avec un café, une explication patiente, sans jamais leur rappeler ce qu'ils avaient dit dans le passé. Ma mère m'avait appris, avant même mon père, que la rancune n'apportait rien à la terre ni à ceux qui la travaillent, et je crois que c'est cette leçon-là, plus encore que celle des eucalyptus, qui a fini par faire de moi ce que j'étais devenu. À l'automne, la coopérative agricole du Massif a envoyé un technicien pour observer ma parcelle, intrigué par les échos qui étaient remontés jusqu'à la chambre d'agriculture du département. Il a pris des mesures, comparé les taux d'humidité du sol sous les eucalyptus à ceux des parcelles voisines, et il a confirmé avec les chiffres qu'il avait notés ce que j'avais observé avec les chiffres qu'il avait notés, ce que j'avais observé d'arbres était passé de moins d'1% à plus de 3% en 6 ans, et la terre gardait l'eau bien après que les parcelles alentour aient craqué sous le soleil. Il m'a dit, avant de repartir, que mon expérience méritait d'être connue au-delà du hameau, et que la Chambre d'agriculture souhaitait peut-être m'inviter à en parler devant d'autres fermiers de la région. Un soir d'octobre, j'ai posé le carnet de mon père sur la table de la cuisine, à côté du mien, les pages usées se touchant presque comme 2 mains qui se rejoignent après une longue absence. Célestin s'est assis en face de moi, et nous sommes restés un moment à regarder ces pages sans rien dire. J'ai fini par lui dire, à voix basse, que la patience de mon père avait fini par pousser plus haut que toutes les moqueries qu'elle avait dû traverser, plus haut même que les arbres eux-mêmes. Il avait planté cette idée dans un carnet bien avant que je ne comprenne pourquoi, et il avait fallu 6 années de doute, de gel, de silence au marché, pour que la terre elle-même vienne confirmer ce qu'il savait déjà quelque part, sans avoir eu le temps de le voir de ses propres yeux. On récolte ce que l'on sème, disait toujours mon père, et je crois n'avoir jamais compris cette phrase aussi pleinement qu'en cet automne 1989, en regardant mon pré rester vert quand tout autour de lui avait craqué sous la sécheresse. Ce n'étaient pas seulement les arbres que j'avais semés 6 ans plus tôt, c'était aussi la patience, le silence face aux moqueries, la confiance que j'avais gardée dans l'écriture d'un homme que je n'avais plus pour me guider autrement que par ses mots. Avant l'hiver, j'ai recopié, à la dernière page de mon propre carnet, quelques lignes pour qui viendrait après moi, sans savoir encore qui ce serait. J'y ai écrit ce que j'avais appris, les distances, les erreurs, les années difficiles, et la certitude, à la fin, que la terre ne ment jamais bien longtemps sur qui l'a comprise et qui ne l'a pas comprise. Si cette histoire vous a touché, dites-le en commentaire, la vôtre compte aussi, celle que vous portez peut-être encore en silence en attendant que le temps vienne, comme il est venu pour moi donner raison à ce que vous saviez déjà au fond de vous.